125 millions de dollars, retiens bien cette somme. En 2009, Jason, que voici, investit 25 000 dollars dans UberCab. C'est quoi UberCab? Tu l'as certainement deviné. UberCab deviendra Uber et entrera en bourse en 2019 à une valorisation de 82 milliards de dollars. 125 millions de dollars, c'est donc la somme qu'a empoché ce fameux Jason, qui n'est nul autre que le désormais légendaire investisseur Jason Calacanis. En 10 ans, Jason a donc multiplié 25 000 dollars en 125 millions de dollars, soit un petit multiple de 5 000. Donc, si je résume, notre cher ami Jason a converti chaque dollar investi en 5 000 dollars. Et donc, si toi, tu avais investi 1000 dollars dans la même startup, mon cher, tu serais aujourd'hui l'heureux détenteur d'une rondelette somme de 5 millions de dollars. Uber, tu connais, et si tu n'as pas vécu dans une grotte ces 10 dernières années, alors tu connais certainement Airbnb, Dropbox, Stripe, Twitch, Coinbase et j'en passe. Alors, quel est le point commun entre toutes ces entreprises que je viens de te citer? Elles sont toutes passées par le Y Combinator, en abrégé YC ou YC. Y Combinator est le plus prestigieux accélérateur de start-up dans le monde au vu des entreprises qu'elle a accélérées. Pour ainsi dire, investir dans une entreprise sélectionnée par le Y Combinator, c'est tout simplement comme démarrer un sprint de 100 mètres en plein milieu de la piste. Pour faire tourner cette machine, Y Combinator dispose de partenaires ou directeurs qui sont des personnes ayant fait leur preuve dans le monde de l'entrepreneuriat et qui ont pour but de transmettre leur expertise aux startups afin de leur permettre d'exploser et de battre potentiellement des records. De tous les partenaires qui se sont succédés au YC, il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention et cette personne a pour nom Michael Sibel. Accroche-toi fort, très fort, car dans cette vidéo assez particulière, grâce à Michael Sibel, je vais te parler de start-up technologique et je profiterai à la fin de cette vidéo pour te dire comment, c'est-à-dire la méthode par laquelle toi aussi tu peux rentrer dans ce monde très peu connu finalement du commun des mortels, afin de te permettre, je l'espère, de changer littéralement ta trajectoire financière dans un horizon de temps réaliste mais relativement court. Si tu pars avant la fin de cette vidéo, eh ben, tant pis pour toi. Salut chers femmes et hommes de caractère, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Ghislain Moumra et bienvenue sur Casa, la chaîne qui promeut les femmes et hommes noirs qui défient le statu quo. Je suis convaincu qu'à travers cette chaîne, soit tu apprendras un tout petit peu de ton histoire ou alors tu auras ici de quoi être armé pour défier à ton tour le statu quo à travers des expériences et des histoires que je te présente dans cette chaîne. Michael Sibel est né à Brooklyn et a déménagé à East Brunswick dans le New Jersey alors qu'il était préadolescent. Il était diplômé en 2000 de l'école secondaire East Brunswick. À Yale, il s'est spécialisé en sciences politiques et s'est lié d'amitié avec le fameux Justin Kan. Il a obtenu son diplôme en 2005. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé comme directeur financier pour la candidature infructueuse de Kwesi Fermi au Sénat américain en 2006. Donc visiblement, pas de background tech ou assimilé à son actif. Il a ensuite déménagé dans la Silicon Valley pour cofonder Justin.tv du prénom de Justin Kan, justement. Il est devenu PDG de l'entreprise de 2007 à 2011. Il est ensuite devenu PDG de SocialCam, une application sociale de partage de vidéos lancée en mars 2011 et vendue à Autodesk pour 60 millions de dollars en 2012, après seulement 18 mois d'existence. Il est devenu partenaire à temps partiel chez Y Combinator en janvier 2013 et a rejoint YC en temps plein, cette fois-ci en tant que premier partenaire afro-américain de YC en octobre 2014. En 2014, Justin.tv a été renommé Twitch Interactive et vendu plus tard cette année-là à Amazon pour 970 millions de dollars. Le Twitch que nous connaissons aujourd'hui n'est plus vraiment ce qu'il était il y a des années. À ses débuts, le site web original de Twitch a été lancé en 2007 et s'appelait Justin.tv. Alors que Twitch se concentre sur le streaming de jeux vidéo, Justin.tv était un projet créé par 4 amis parmi lesquels figure le propriétaire titulaire de la chaîne initiale et l'un des fondateurs, Justin Kan. Il diffusait en direct les activités in real time de sa vie, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une webcam attachée à sa casquette de baseball. Justin diffusait toute sa vie sauf pour aller aux toilettes et se baigner bien sûr. C'était simplement un vlog avant l'heure. Cette tentative intéressante mais simple a captivé le public.
d'un site web à canal unique axé sur Justin, ils ont rapidement décidé de le transformer en une plateforme de diffusion en direct dont le public pourrait profiter. Twitch est un service de diffusion en direct qui s'adressait principalement à l'origine au gaming, mais qui s'est maintenant étendu à d'autres catégories, notamment la musique et le divertissement. Le nom du site web a été tiré d'ailleurs du terme jeu de contraction, qui signifie jouer à des jeux vidéo qui défient le temps de réaction d'un joueur. En 2007, Justin Kan et Emmett Shear, actuellement PDG de Twitch, ont créé la plateforme de diffusion en direct Justin.tv. Bien que le site avait de nombreuses catégories de contenu, la section de jeux a connu une croissance exponentiellement rapide. Ils se sont rendus compte très vite que les streamers de jeux vidéo étaient ceux qui avaient le plus d'audience sur la plateforme. Ainsi, en 2011, Justin.tv a scindé le contenu, renommant la partie jeux du site Twitch.tv. Depuis lors, Twitch a dominé l'industrie en ce qui concerne la diffusion du e-sport. Le site a commencé à décoller en février 2014 lorsqu'un flux appelé Twitch Plays Pokémon est devenu viral. Des joueurs du monde entier se sont connectés à Pokémon Raid en utilisant des commandes ensemble. La chaîne a été visionnée plus de 6,5 millions de fois avec une moyenne de 60 à 70 000 téléspectateurs simultanément. Au cours du même mois, Twitch a drainé, rends-toi compte, à son pic 1,8% du trafic Internet des États-Unis seulement. Voyant le succès de la plateforme, les dirigeants de l'entreprise ont décidé de renommer la société mère de Justin.tv en Twitch Interactive et de faire de Twitch leur marque phare. Avant de continuer, alors si tu aimes cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Dans un premier temps, tu likes la vidéo. Dans un deuxième temps, tu partages la vidéo, ne garde pas l'information pour toi. Et dans un troisième temps, tu t'abonnes à la chaîne. Dès lors, Twitch a attiré l'attention des géants de la technologie, notamment Google et Amazon. Les deux mastodontes ont probablement réalisé son potentiel en voyant comment Twitch fonctionne de manière singulière à partir de la plupart des sites web de diffusion en direct et de partage de vidéos. En 2014, des rumeurs ont commencé à se répandre sur le web selon lesquelles Google envisageait d'acquérir Twitch et éventuellement d'en faire une filiale. Cependant, l'accord a finalement échoué avant la fin d'année, prétendument en raison de problèmes potentiels d'antitrust car la société, tu le sais bien, possède également YouTube, l'un de ses principaux concurrents. Si l'accord avait été conclu, il a été signalé que Google devrait payer $1 milliard pour acquérir Twitch Interactive. En août de la même année, la société a décidé de fermer Justin.tv et de se concentrer sur Twitch à la place. Puis, quelques semaines seulement après la fermeture définitive du site web d'origine, une autre grande entreprise a eu l'opportunité d'acheter Twitch Interactive. Et tu sais laquelle? Twitch a donc été racheté par Amazon le 25 août 2014 pour $970 millions. C'est désormais une filiale d'Amazon qui possède déjà deux autres services de jeux vidéo, Reflective Entertainment d'une part et Double Helix Games d'autre part. Emmett Shear, quant à lui, est resté PDG de l'entreprise. J'ai volontairement voulu mettre l'emphase sur la création de Twitch. Parmi toutes les expériences de Michael Seibel de façon à t'expliquer plus aisément les éléments qui différencient une startup explosive comme Twitch, dans laquelle tu pourrais toi également investir et d'autres startups qui représentent tout simplement la masse. Comment dénicher de telles opportunités, y investir et changer ta destinée financière comme notre cher Jason Calacanis, si tu t'en souviens. L'histoire de Michael Seibel et sa participation dans la création de Twitch m'a servi de prétexte en réalité pour parler de startup tech et d'investissement dans ces startups tech comme le fait actuellement Michael Seibel à une échelle industrielle au sein de Y Combinator. J'ai l'opportunité d'investir dans des startups du YC depuis un peu moins de 4 ans et je constate que c'est un environnement très peu connu, très peu connu du commun des mortels car lui, il faut le dire, il est très intimidant et hautement élitiste. Néanmoins, de plus en plus de plateformes démocratisent l'investissement en startups, souvent vite appelé private equity. Parmi les plateformes en question, on peut citer WeFounder, sur laquelle tu pourras toi aussi trouver des boîtes qui valent le détour à mon avis, SoFund ou Anaxago également, mais dont je ne suis pas particulièrement fan. Mais bon, tu te feras ta propre idée. Je n'oublierai pas aussi ThriveQ, mais je ne saurais te présenter de telles plateformes et mentionner ce type d'investissement au demeurant assez risqué, sans toutefois te donner des précautions d'usage et la méthode à minima nécessaire pour te permettre toi aussi de trouver ta martingale. Alors, place aux critères d'investissement. Avant de continuer, alors si tu aimes cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Dans un premier temps, tu likes la vidéo.
Dans un deuxième temps, tu partages la vidéo, ne garde pas l'information pour toi. Et dans un troisième temps, tu t'abonnes à la chaîne. L'investissement dans des startups est très asymétrique et consiste en fait à se mettre dans le cas typique d'un Black Swan. Si tu n'as jamais entendu parler de Black Swan, je te recommande de lire le livre de Nassim Nicolas Taleb du même nom, The Black Swan, ou tout simplement le signe noir en français. Le signe noir est une théorie selon laquelle un certain événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler, encore appelé événement rare, et qui, s'il se réalise, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. Oui, exceptionnelle, et qui pour toi veut dire gagner beaucoup d'argent. Autrement dit, la probabilité de succès phénoménal d'une startup à la Airbnb Uber est très faible. Mais si un tel événement se produisait, il changerait littéralement toute ta vie. Alors, comme premier critère, la scalabilité et les effets d'échelle. À travers ce critère, il faut être capable de comprendre si la startup dans son état actuel pourra être capable de répliquer ce qu'elle a déjà fait à une échelle de temps beaucoup plus longue et pour 1000 fois plus de clients. C'est pourquoi des startups comme Twitch ou Airbnb sont 10 à 100 fois plus scalables qu'une compagnie qui produit du hardware comme Dell ou HP par exemple, sur leur segment hardware bien entendu. Le nombre de salariés dans une boîte typique non scalable croît de façon quasi proportionnelle au nombre de clients, n'est-ce pas? Je suis par exemple tombé sur un entrepreneur qui m'a proposé d'investir il y a quelque temps dans son entreprise qui produisait des boissons aux saveurs africaines. Et l'un de mes points de réticence était justement la non-scalabilité de l'affaire. Attention, l'idée ici n'est pas de te dire de ne pas investir dans des boîtes non scalables, mais de tout simplement comprendre que ce n'est pas là-dedans que tu obtiendras du x100 ou encore du x1000 et très loin du x5000. Comme notre ami Jason, bon après, il en faut de tout pour faire un monde. Moi, à moins qu'il s'agisse d'un ami proche ou d'un entrepreneur très proche, je n'investirai pas dans une entreprise difficilement scalable. Et même dans des boîtes à la scalabilité très limitée, le sujet de l'automatisation est clé car si l'entrepreneur n'a aucune notion de la gestion de la croissance, aucune notion d'automatisation dans les tâches, la croissance ici devient un véritable problème en soi. Beaucoup de startups sont mortes du fait d'une croissance non contrôlée. A contrario, Airbnb ne possède pas d'appartement mais met en relation les propriétaires de maisons et d'appartements et ceux voulant séjourner dans n'importe quel coin dans le monde. Et 1000 clients de plus sur Airbnb ne demandera même pas 10 employés de plus. De la même façon, 10 000 clients chez Uber ne demandera pas à la boîte d'embaucher 1000 personnes de plus et encore moins même 100 par exemple. Pour terminer ce point, avant de mettre ton argent dans une boîte, cherche à comprendre si la startup ou l'entrepreneur devant toi a un plan pour la recherche client. Oui, les premiers clients ont peut-être été trouvés via le bouche à oreille et pour les futurs clients, qu'en est-il? Une fois que l'entrepreneur a essoré tout son entourage et si par chance d'ailleurs ce produit est destiné à cet entourage-là, comment fait-il pour passer à l'échelle? Qui dit scalabilité dit acquisition client à grande échelle et une startup qui a un procédé clair d'acquisition client et maîtrise les métriques que sont le coût d'acquisition client et la valeur vie client est diaboliquement efficace. Le coût d'acquisition client désigne tout simplement combien l'entreprise va dépenser pour acquérir un client et la valeur vie client désigne tout simplement ce que le client va rapporter à l'entreprise sur toute sa durée de vie. Donc, si la valeur vie client est supérieure au coût d'acquisition client, c'est très bon signe pour ta startup. Un client va tout simplement rapporter plus d'argent que ce que l'entreprise a dépensé pour l'obtenir. Et dans ce cas de figure, c'est très bon signe. Pourquoi? Parce que la levée de fonds est particulièrement intéressante ici, car elle va permettre de rajouter du bois sur un feu qui brûle déjà. Ici, dépenser plus d'argent permet alors d'acquérir plus de clients qui rapporteront plus, et ainsi de suite. C'est là la recette d'une startup présentée devant toi qui décolle. Cela semble logique, n'est-ce pas? Mais tu serais très surpris du nombre de startups pour qui cela n'est tout simplement pas le cas ou alors du nombre d'entrepreneurs pas très au fait de ces fondamentaux. Deuxième critère, la monétisation. Très sincèrement, je ne devrais même pas avoir besoin de parler de ce critère, mais aujourd'hui, entreprendre est devenu un sujet à la mode et ça fait chic de se dire qu'on est investisseur, n'est-ce pas? Et pourtant, ce qui est intéressant de savoir dans cette vidéo, c'est que si tu as déjà investi ou as été tenté d'investir dans un projet, j'espère que tu sais faire la différence entre un hobby et un réel business. Guys, 90% de startups échouent et on ne reçoit aucun laurier en jetant son argent par la fenêtre. Si la startup vend un produit physique, la question est réglée car elle sait au moins comment gagner de l'argent. En revanche, à l'aide du numérique,
combien de pitchs j'ai déjà vu particulièrement avec des entrepreneurs proposant un réseau social gratuit ou une application mobile gratuite avec comme seule réponse à la question de la monétisation. L'argent viendra lorsque nous aurons des millions d'utilisateurs en faisant de la pub. Damn! À chaque fois, j'ai juste envie de dire non, 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 non. Mais tu penses que tu auras des millions d'utilisateurs juste parce que c'est gratuit? Ça ne marche jamais comme ça en fait. Ou alors, presque jamais oui, parce que je te vois venir avec des contre-exemples classiques à la Google ou à la Facebook. Sauf que tout réside dans le presque. Oui, les entrepreneurs pour qui ce modèle marche deviennent célèbres et tout simplement connus partout dans le monde. Et c'est là justement le piège. Facebook et Google n'ont plus vraiment gagné de l'argent qu'à partir du moment où ils ont pu atteindre le milliard d'utilisateurs. Connais-tu les milliers de startups ayant voulu suivre le même chemin sans avoir atteint le milliard d'utilisateurs, ni même d'ailleurs le million d'utilisateurs? L'histoire est écrite par les vainqueurs et le cimetière entrepreneurial est saturé de cadavres de startups n'ayant pas survécu avec ce modèle et dont personne ne parle. Surtout que toi, si tu suis cette vidéo, tu n'es probablement pas aux États-Unis où les fonds sont considérablement plus disponibles que dans d'autres parties du globe et où certains entrepreneurs peuvent prétendre lever des fonds plusieurs fois sans même revenu ni monétisation pour être prêts à survivre et capables de survivre pendant très longtemps avant de réussir ce genre d'exploit. Et si tu as la chance inouïe d'investir dans une startup comme Facebook qui a pu atteindre un nombre d'utilisateurs incroyable, extraordinaire même, et être capable de vivre de la publicité comme c'est le cas, il faut être conscient des dilutions successives que tu devras fièrement encaisser. Cela n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut en être conscient. L'attraction, ceci est un critère ô combien important. En effet, en appliquant ce critère à tes investissements, tu pourras tout simplement dissiper le brouillard très rapidement ou disperser la poudre de perlimpinpin que les fondateurs d'une boîte voudront mettre devant tes yeux. Je suis trop souvent témoin de startups qui lèvent de l'argent sans démontrer une traction auprès de leur cible et je vois encore beaucoup d'investisseurs qui investissent dans des startups qui ne connaissent aucune traction. Qu'est-ce que la traction? Il s'agit simplement, comme le nom l'indique parfaitement d'ailleurs, d'une preuve que le marché désire la solution d'une entreprise, de la startup en question et souhaite l'adopter. La startup qui connaît une traction est littéralement tirée par le haut par l'attraction justement des utilisateurs du marché qui s'arrachent sa solution considérée comme la meilleure existante. Lorsqu'il m'est arrivé de rencontrer une startup, cela a très souvent été le cas lors de sa levée de fonds d'amorçage. C'est souvent le cas d'une boîte qui commence à peine à monétiser avec une valorisation faible due justement à la faiblesse de son chiffre d'affaires. Il faut alors savoir quel est le temps que l'entrepreneur a mis pour arriver au chiffre que présente sa startup. Supposons que cela soit, disons, 5 ans. Qu'est-ce que ces 5 ans t'indiquent maintenant? Il t'indique que l'entrepreneur a mis 5 ans pour en arriver là, quand certains startups peuvent peut-être mettre 1 ou 2 ans pour arriver au même chiffre. Plusieurs possibilités peuvent alors finalement expliquer cela. Soit tout simplement que la startup n'est pas sur un marché porteur ou un marché intéressant et que tout simplement la solution n'intéresse personne, ou alors simplement que l'entrepreneur n'est pas très bon et qu'il n'a pas été capable de répondre à la demande existante. Dans les deux cas, cela n'est pas un très bon signe pour l'investisseur que tu es. Et justement, c'est pourquoi il est hyper important de comprendre la notion de traction et surtout de comprendre quel est le temps qu'a mis l'entreprise, la boîte devant toi pour arriver au résultat qu'elle te présente. Dernier critère, la marge. Beaucoup trop d'investisseurs réfléchissent seulement en fonction du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires annuel, c'est ce que facture la société à ses clients sur un an, c'est-à-dire l'argent qui entre, n'est-ce pas? Pour autant, tous les chiffres d'affaires ne se valent pas. Après avoir gagné de l'argent, l'entreprise a plusieurs postes de dépenses, notamment ses fournisseurs, mais aussi les salaires nécessaires pour faire tourner l'entreprise, n'est-ce pas? Il reste ensuite l'argent que l'entreprise a réellement gagné avant impôt. Parler ici de marge brute, marge nette, rallongerai la vidéo et cela n'est pas le but ici, mais sache que tout existe. De la marge de quelques pourcents, les entreprises par exemple qui vendent des produits Apple a des marges de 90 voire même 95%. C'est le cas des logiciels SaaS, Software as a Service, avec tous les niveaux possibles entre les deux. Pourquoi la marge est-elle si hautement importante? La marge est l'argent dont l'entreprise dispose réellement pour se développer. C'est l'argent qu'elle peut réinvestir dans sa croissance pour embaucher de nouvelles personnes, pour payer une campagne marketing ou également pour acheter une autre entreprise. Dans le cas d'une croissance externe, par exemple, c'est également l'argent avec lequel elle versera à la fin de l'année un dividende à ses actionnaires ou pas. Enfin, c'est souvent sur la base de la marge que la valorisation d'une entreprise est estimée si elle venait à se faire racheter par une autre entreprise, par exemple. Voilà, enfin tu comprends.
Si j'entends dire par exemple qu'une société génère X millions d'euros ou de dollars, ok, c'est super. Mais après que cela soit dit, mon premier réflexe c'est de dire pour combien de marge? Dans quoi préfères-tu investir? Une société qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires mais 5% de marge, ou une société qui fait seulement 200 000 euros de chiffre d'affaires mais 80% de marge? Il te suffit de faire le calcul. La première société génère 50 000 euros de marge, la seconde quant à elle 160 000 euros de marge, soit 3 fois plus d'argent à sa disposition pour se développer, te rémunérer toi en tant qu'investisseur et faire gonfler sa valorisation. Peut-être même d'ailleurs que la deuxième société vaut plus que la première. Et oui, dans bien des scénarios, cela peut être le cas. Tu l'auras compris, il est bon d'aimer des entreprises capables de générer une forte marge. Cependant, il y a une exception aux entreprises à grosse marge qu'il est intéressant de considérer. Il s'agit ici des entreprises avec une petite marge, mais de très gros flux. Prenons par exemple l'entreprise Visa. Elle perçoit une commission de 1,5% sur le paiement, mais ils ont réussi à étendre leur système partout dans le monde entier, ce qui leur assure une rente immense, pratiquement sans faire grand-chose. Les places de marché sont également d'autres exemples comme Amazon, Uber, Airbnb, qui mettent en relation des vendeurs et des acheteurs ou des personnes offrant un service à une personne cherchant ce service, qui se contentent de tout simplement de prélever une commission sur toute transaction effectuée. Les commissions ne sont pas d'ailleurs si basses que ça. 20% par exemple pour Amazon et une trentaine de pourcents par exemple pour Airbnb ou Uber. Enfin, s'ils n'ont pas changé leur chiffre depuis. Mais comme on vient de le voir, une commission de 20% comme unique rémunération n'est significative que si le volume devient important. Le point ici est d'associer une petite commission à un très gros flux, sinon cela n'a pas de sens. Par conséquent, ces types de marges ne sont intéressants que dans le cas où on a la conviction que le volume de transactions deviendra beaucoup plus important dans le futur. Mais bon, avoir cette faculté de perception n'est pas facile. Mais qui a dit que l'on devenait riche qu'en ne faisant que des choses faciles? Tu l'auras bien compris, ces critères demandent de la pratique et de la pratique afin qu'ils soient ancrés en toi. L'on ne devient forgeron qu'en forgeant. Ici, quelques critères que je t'ai présentés, la liste n'est pas exhaustive. Tu l'auras bien compris, il y en a encore d'autres derrière. Mais si ce sujet t'intéresse, fais-le moi savoir, je trouverai encore de prochaines occasions pour t'en parler. Mais en attendant, tu as déjà largement ici de quoi faire. Alors, que penses-tu de ce plan? On se retrouve dans les commentaires et j'ai hâte de te lire pour que tu me dises justement si ce sujet t'intéresse et comme j'ai dit, on en parlera. Ciao!